Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur l'application du protocole de Cartagena pour la prévention des risques biotechnologiques dans l'industrie en utilisant le centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques. Nous sommes à la troisième partie, celle qui sera consacrée aux agents de douane. Bien, je me présente. Je suis Mohamed Elias Chouk, donc professeur au Centre de biotechnologie de Bolsdria, en Tunisie, et spécialiste régional pour l'Afrique auprès du projet BCH2 du PNUFM. Avant de commencer le séminaire, je voudrais vous donner quelques indications sur votre écran et la façon avec laquelle vous pouvez participer tout à l'heure avec vos questions ou commentaires. Alors, ce que vous voyez sur votre écran, à gauche, c'est l'écran du présentateur. C'est là où vous allez voir la présentation qui va être donnée au cours de ce webinaire. À droite, vous avez ce qu'on appelle le panneau de contrôle. Alors, vous avez la possibilité d'escamoter ce panneau de contrôle en décochant l'option Auto Hide the Control Panel dans l'onglet View. Vous avez aussi une barre rapide à gauche sur ce panneau de contrôle où vous pouvez aussi escamoter l'écran en cliquant sur cette flèche blanche sur fond rouge. Alors vous cliquez dessus, vous effacez ce panneau de contrôle, vous cliquez dessus une seconde fois et vous affichez ce panneau de contrôle. Vous avez aussi sur cette même barre verticale une main avec une flèche verte dirigée vers le haut. Vous pouvez cliquer dessus pour demander la parole tout à l'heure, pour poser une question ou faire un commentaire. Vous pouvez aussi donc régler le mode audio qui vous convient pour participer à ce webinaire. Vous pouvez aussi envoyer des questions ou bien des commentaires dans cette partie réservée pour les questions écrites. Alors sachez que le bouton rouge en bas indique que le webinaire est en cours d'enregistrement. Et si vous ne voulez pas être enregistré, vous pouvez couper votre microphone et ne pas partager votre écran. Et pour toute autre information, vous pouvez contacter l'adresse webinar@bch2project.org pour de plus amples informations sur l'utilisation de ce webinaire et de ce panneau de contrôle. Bien. Alors sachez que donc, ce webinaire sera enregistré pour être publié ultérieurement avec les matériels éducatifs du Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, CEPRB. Les opinions et concepts des participants exprimés durant ce webinaire ne reflètent pas la position officielle du Programme des Nations Unies pour l'environnement, PNUE, et concernant les termes officiels relatifs au protocole de Cartagena, vous êtes prié de vous référer au secrétariat de la Convention sur la diversité biologique. Alors, quand vous participez à ce webinaire, vous comprenez et acceptez cela implicitement. Voilà donc pour l'introduction à l'utilisation de votre panneau de contrôle et votre participation à ce webinaire. Voyons maintenant le sommaire de ce webinaire. Donc, on va parler un peu du protocole de Cartagena pour la prévention des risques biotechnologiques ou pour la biosécurité. On parlera un peu du projet BCH2, du Programme des Nations Unies et du Fonds pour l'environnement mondial, PNUFM. On parlera un peu de l'environnement éducatif virtuel du centre d'échange, CEPRB, ainsi que les matériels éducatifs de ce centre. On fera une étude de cas dans notre webinaire aujourd'hui, spécialement destiné aux agents de contrôle aux frontières, et nous verrons les questions relatives au protocole de Cartagena qui se réfère à ce cas d'étude. Et bien sûr, à la fin, nous prenons vos questions et essayons de donner des réponses. Sachez qu'avec nous,
pour piloter ce webinaire, nous avons le professeur Ernesto Ocampo-Edieu. Ernesto, il parle malheureusement anglais, il ne parle pas que très peu français, mais j'essaierai de traduire son intervention. Ernesto? Yeah, thank you, Mohammed. Thank you. Thank you for this new webinar. Welcome everybody to this new webinar of our series of online seminars about the Cartagena Protocol and the Biosafety Clearinghouse. I hope you enjoyed this webinar and invite you to continue assisting and participating in our webinars, and please forward our invitations to whoever you feel that could benefit from the BCH education materials and the webinars. Thank you again. Thank you, Mohammed. Bien, donc Ernesto, je vais traduire ce qu'il a dit, donc il vous souhaite la bienvenue sur ce webinaire et il vous demande et vous encourage à continuer à participer à ces webinaires et surtout à transmettre cette information à tous ceux que vous pensez être concernés par ce sujet. Sachez d'ailleurs que cette présentation du webinaire ainsi que la vidéo qui l'accompagne seront donc mis sur le site, justement, la plateforme éducative du centre d'échange. Je vous indiquerai l'adresse tout à l'heure. Bien. Alors, concernant le protocole de Cartagena pour la prévention des risques biotechnologiques, le protocole a mis en place des procédures concernant les mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés, ce qu'on appelle au niveau du protocole organismes vivants modifiés. Donc OVM pour le protocole, c'est ce que communément est appelé OGM. Et parmi ces procédures, il y a 2 ou 3 procédures qui sont très importantes. D'abord la procédure d'accord préalable pris en connaissance de cause, la PCC. Celle-ci est destinée aux organismes vivants modifiés qui seront utilisés dans une introduction intentionnelle dans l'environnement. Il y a la deuxième procédure concernant les OVM qui seront utilisés directement en alimentation humaine, animale ou pour la transformation. Nous utiliserons pour ces OVM l'abréviation OVM AHAT. Il y a aussi certaines procédures concernant les mouvements transfrontières non intentionnés et le protocole a mis en place donc, le centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques pour le partage d'informations et aider les parties au protocole à mettre en œuvre le protocole. Le protocole a mis en place aussi des arrangements institutionnels tels que par exemple la désignation des correspondants nationaux pour le protocole et pour le centre d'échange et pour les mesures d'urgence, ainsi que la désignation d'autorités nationales compétentes, une ou plusieurs autorités nationales compétentes qui sont en charge des questions d'OVM. Voilà donc un aperçu du protocole. Vous pouvez voir de plus amples détails sur le protocole dans les webinaires précédents. Bien. Alors, les références pour le texte du protocole, bien entendu, c'est le site donc, du BCH. On pourrait le voir tout de suite. Donc, si je vous montre donc le site du BCH au niveau du centre d'échange. Alors ça, c'est la page donc officielle, le portail central du site d'échange. Vous avez ici les 6 langues des Nations Unies. Vous pouvez aller vers la langue française et vous trouvez dans le 3e onglet, l'onglet consacré au protocole, et vous pouvez trouver le texte du protocole dans cette page-là. Bien. Alors, de la même manière, vous pouvez trouver les matériels éducatifs dans la plateforme Moodle. Je vais vous montrer la plateforme Moodle. Voici la plateforme Moodle. Alors, là aussi, vous pouvez regarder les webinaires précédents pour avoir plus d'informations sur cette plateforme. Et si vous regardez
dans cette page d'accueil de la plateforme Moodle, donc des matériels éducatifs du centre d'échange. Vous trouvez ici tous les matériels éducatifs, évidemment, et vous trouvez ici les différents webinaires, actuellement en 4 langues, bientôt il va y avoir la 5e langue en russe, et vous pouvez vous adresser donc à la partie donc, matériel de formation, où vous pouvez trouver différents guides et programmes pour la formation, mais aussi pour votre initiation sur le protocole de Cartagena, ici. Bien. Donc, dans ces matériels éducatifs, vous allez trouver, donc, comme je viens de l'indiquer, des manuels de formation sur l'introduction au protocole de Cartagena pour la biosécurité. Vous trouverez aussi des modules interactifs, et un de ces modules parle justement du protocole. Vous trouvez aussi des guides de référence qui vous donnent des informations rapides concernant certains détails, comme par exemple l'information à publier sur le centre d'échange qui est demandée aux parties, les décisions et déclarations des pays. Il y a un petit glossaire des termes utilisés dans le protocole et dans le centre d'échange. Vous avez aussi donc les webinaires, vous avez maintenant une série de webinaires qui vous donnent différentes conférences concernant les sujets qui regardent aussi bien le protocole que le centre d'échange pour la prévention des risques de technologie. L'adresse, donc, vous la trouverez ici. En bas, c'est moodle.bch.cbd.int. Bien. Alors, concernant maintenant le projet BCH2 du Programme des Nations Unies et Fonds pour l'environnement mondial, alors son objectif est de continuer d'aider les pays éligibles au renforcement de leurs capacités nationales afin d'accéder et d'utiliser effectivement le centre d'échange, de promouvoir la collaboration régionale et sous-régionale, le réseautage et l'échange d'expériences pour une gestion nationale et régionale du centre d'échange pour la prévention des risques technologiques. Voici donc l'objectif général de ce projet. Bien sûr, c'est un projet très vaste, il comprend 5 composantes. Notre composante 2, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui. Elle concerne l'ajustement approfondi et le développement des modules de formation et de partage de connaissances sur le centre d'échange dans les 5 langues des Nations Unies, anglais, arabe, espagnol, français et russe. Et ce webinaire rentre dans le cadre de cette seconde composante du projet BCH2. Alors, je vous ai montré tout à l'heure donc la page d'accueil de l'environnement éducatif virtuel et les matériels éducatifs du centre d'échange. Donc l'adresse est ici, http://moodle.bch.cbd.int. Et si vous voulez être un utilisateur inscrit auprès de cet environnement, il suffit d'envoyer un email à moodle@bch2project.org en précisant votre nom, prénom et pays. Alors, lorsque vous êtes inscrit à cet environnement, vous avez la possibilité donc d'accéder avec un nom d'utilisateur et mot de passe à cet environnement. Mais si vous n'avez pas encore votre mot de passe et d'utilisateur, vous pouvez toujours vous connecter en tant qu'invité. Vous aurez la possibilité d'explorer cet environnement de la même manière. Si vous avez oublié votre nom d'utilisateur, vous pouvez toujours envoyer, cliquer ici pour qu'on vous envoie un nouveau mot de passe dans votre adresse email. Alors, voici donc l'environnement que je vous ai montré tout à l'heure concernant cet environnement virtuel du centre d'échange. Vous avez au centre donc les différents cours publics dans les 5 langues que je viens de vous citer, donc en anglais, en espagnol, en français, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, en russe et en arabe. Vous avez à gauche les différents cours virtuels spécifiques aux pays qui participent donc à ce projet BCH2. Vous avez ici en bas tous les ateliers qui ont eu lieu à l'échelle nationale et vous avez tous les ateliers qui ont eu lieu à l'échelle régionale. Et enfin, à droite, vous avez la possibilité de visionner les différents webinaires
actuellement disponibles. Bien, alors si vous entrez dans la plateforme, donc si on vient à la plateforme donc Moodle, ici, voici donc les différents matériels de formation que vous avez sur cette plateforme. Bon, j'ai indiqué ici dans la présentation uniquement les titres. Hein. Donc ici, nous avons 10 titres de section concernant les différents aspects de formation qui sont relatifs donc, au centre d'échange et au protocole. Vous avez donc tout d'abord une description de ces matériels de formation et une indication sur la manière qui vous permet d'utiliser ces modules de formation du centre d'échange. Vous avez aussi différents programmes d'études pour les différents intervenants. Vous avez même des programmes spécifiques pour les agents de contrôle aux frontières. Vous avez les différents manuels de formation. Et vous avez des modules interactifs, deux à l'heure actuelle, un pour le protocole et un second pour le centre d'échange. Vous avez aussi donc, des études de cas. Il y a environ une trentaine d'études de cas. Et vous avez donc des guides de référence relatifs aux différentes parties qui intéressent le centre d'échange et la manière de participer à ce centre d'échange. Et il vous indique différents détails, quels sont les délais, par exemple, pour mettre des informations sur le centre d'échange, etc., etc. Vous avez la possibilité aussi d'avoir des points de discussion et des questions tests et des exercices que vous pouvez utiliser si jamais vous avez l'intention d'effectuer vous-même des formations pour vos collègues ou pour les personnes intéressées dans votre administration ou bien même en dehors de l'administration. Et enfin, vous avez les outils de développement des instances Hermes mises à la disposition des pays par le secrétariat à la Convention sur la diversité biologique pour leur permettre d'avoir leur propre site web concernant le centre d'échange pour la biosécurité. Voilà donc pour ces différentes sections qui existent dans l'environnement virtuel. Alors, concernant les modules spécifiques aux agents de douane, alors vous avez différents outils, différents matériels, différentes sections qui pourraient vous intéresser. Nous avons cité ici quelques-unes. Vous avez d'abord les programmes d'études pour les différents intervenants. Vous allez trouver un programme spécifique, comme je vous l'ai dit, pour les douanes et le contrôle des frontières. Vous avez dans les manuels de formation, vous avez les manuels qui vous permettent de vous initier à utiliser le centre d'échange pour les tâches des douanes et de contrôle aux frontières. Vous avez des études de cas. Nous allons voir, nous, le cas d'étude numéro 7. Vous pouvez vous exercer avec les cas d'étude 28, 29 et 30, où un agent de douane, par exemple, cherche des informations sur l'importation d'OVM. Il cherche des articles importants du protocole, la décision ou les décisions de la conférence des parties et Meeting of Parties. C'est l'organe gouvernant du protocole. Ou alors qui cherche des laboratoires pour la détection et l'identification des OVM, ou qui cherche les événements OVM qui ne sont pas approuvés. Donc tous ces petits exercices vous permettent, notamment aux agents de douane, de se familiariser avec ce nouveau type de produit qui peut se trouver donc, dans le commerce et qui pourrait arriver au niveau du port, que ce soit les ports aériens ou bien les ports maritimes, et que les agents de douane devraient peut-être prêter attention à ce genre d'OVM. Dans les guides de référence, vous avez également des indications, donc d'initiation rapide au centre d'échange. Vous avez un petit glossaire pour expliquer les termes utilisés dans le centre d'échange. Vous avez des guides aussi pour les décisions et déclarations. Qu'est-ce qu'on entend par décision et déclaration? Ce sont généralement les décisions et déclarations qui émanent des pays et qui sont publiées sur le centre d'échange, relatifs notamment
à l'interdiction ou à l'approbation d'utilisation des OVM. Vous avez les contacts qui pourraient vous intéresser si vous avez besoin d'une information quelconque. Vous avez des informations sur l'identifiant unique des organismes vivants modifiés. Sachez que les OVM ont eux aussi leur identifiant à l'heure actuelle et chaque OVM a son propre identifiant unique, etc. Vous avez enfin le portail pour la manutention, le transport, l'étiquetage et l'identification des OVM, donc manutention, transport, emballage et identification donc, des OVM. Alors vous avez ici, et notamment on verra tout à l'heure, les documents standards pour l'expédition d'OVM. Qu'est-ce que vous pouvez trouver comme document ou comme étant un agent douanier? Quels sont les documents qui doivent accompagner un OVM lorsqu'il arrive au port? Voilà. Alors, voici une image de l'environnement donc virtuel d'éducation du centre d'échange. Et vous avez ici une petite fenêtre sur les manuels de formation. Et comme je vous indiquais, le manuel consacré donc, aux agents des douanes et de contrôle aux frontières qui leur permettent donc d'utiliser le centre d'échange pour leurs différentes tâches. Voilà un aperçu de la première page de ce guide, comment utiliser le centre d'échange pour les tâches des douanes et de contrôle. Voilà un aperçu du contenu de ce document. Donc vous avez des chapitres sur le protocole de Cartagena, une introduction sur le rôle des douanes et des agents de contrôle frontière dans la mise en œuvre du protocole. Bien sûr, le rôle est important puisque le protocole s'adresse au mouvement transfrontière des OVM et donc les agents de douane et de contrôle aux frontières sont au front, disons-le, concernant le protocole. Donc, vous avez un paragraphe relatif aux agents de douane et au centre d'échange et les activités spéciales et ressources sur le centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques. Le portail, ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, donc portail sur la manipulation, le transport, l'emballage et l'identification des OVM, sur les publications et autres documents de sensibilisation sur le protocole de Cartagena, les liens rapides OVM, on va les voir tout à l'heure, et qui peuvent être utilisés, et aussi ces liens rapides, ce sont des codes à barres que les douaniers peuvent utiliser pour afficher les informations directement concernant ces OVM. Et vous verrez qu'il y a aussi ce qu'on appelle l'initiative des douanes vertes, qui est lancée aussi par le secrétariat à la Convention sur la diversité biologique, pour inviter justement les agents de douane et de contrôle aux frontières à être plus vigilants concernant les marchandises qui arrivent au niveau du port. Bien. Alors, généralement, le rôle des agents de douane dans la mise en œuvre du protocole consiste d'abord à vérifier que l'information d'identification de l'OVM a été fournie dans la documentation qui accompagne la marchandise qui contient ces OVM. Ensuite, ils doivent inspecter les cargaisons entrantes d'OVM, vérifier que les OVM pour l'importation ont reçu l'approbation nécessaire par le pays importateur, par leur pays généralement, et enfin détecter les mouvements transfrontières non intentionnels ou illicites afin de préserver l'intégrité de leur territoire et de leur juridiction. Alors, pour illustrer tout cela, nous allons nous intéresser donc à une étude de cas. Alors, les études de cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez les trouver donc, dans l'environnement virtuel du centre d'échange. Je vais vous le montrer encore une fois au niveau de la plateforme Moodle. Donc, vous avez ici les différents cas d'études 1 jusqu'à 31. Alors, vous avez le cas d'étude numéro
7 qu'on va traiter aujourd'hui, mais vous avez aussi les cas d'études 28, 29 et 30, hein, qui pourraient aussi être intéressants. Alors, lorsque vous cliquez sur ce titre, vous pouvez aller directement sur l'étude de cas numéro 7. Hein. Donc, je reviens à ma présentation. Bon, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai ici les études de cas de la 31. J'ai cliqué sur ce lien donc, du cas d'étude numéro 7 et je suis en mesure d'avoir donc sur mon ordinateur le texte de cette étude de cas. Alors, voyons cette étude de cas. Alors, nous avons un agent des douanes qui cherche donc des informations sur l'importation d'un OVM. L'objectif de cette étude de cas est d'initier donc à utiliser le portail central du centre d'échange pour accéder à l'information dont on pourrait avoir besoin au cours d'un contrôle aux frontières. Alors, le scénario de cette étude de cas est le suivant. Un nouvel agent des douanes en Hongrie reçoit une documentation concernant une cargaison de maïs qui est arrivée d'un port d'Amérique latine. Le maïs en question est originaire d'Argentine et du Brésil et il est destiné à la transformation alimentaire en Hongrie. Voilà donc le cas. L'agent des douanes va donc se demander si cette cargaison ne serait pas sujette à une quelconque procédure spécifique concernant l'importation d'OVM. Bien. Schématiquement, nous avons donc l'Amérique latine ici avec le Brésil et l'Argentine. La marchandise qui est dans ce cas le maïs provient de ces pays-là, arrive en Hongrie et elle est destinée à la transformation alimentaire. L'agent des douanes maintenant doit traiter cette marchandise. Alors, il devrait répondre aux questions suivantes. Qui doit-il contacter pour chercher des éclaircissements sur les exigences d'importation d'OVM de la Hongrie? Donc, il a devant lui une documentation qui accompagne cette marchandise. Elle indique probablement que c'est un OVM et lui, il doit chercher des éclaircissements sur les exigences de son pays concernant les OVM. Voici d'abord la première question. Ensuite, il doit répondre à la question suivante. Est-ce que cette cargaison relève des dispositions du protocole de Cartagena? La Hongrie étant partie au protocole, il va poser la question, est-ce que cette cargaison relève ou non des dispositions du protocole? Bien. Ensuite, lorsqu'il aura clarifié cette situation, il va répondre à la question suivante, troisième question. Quelle information sur l'OVM doit-il trouver sur la documentation qui accompagne cet OVM? Quelle information devrait être disponible donc avec l'OVM? Enfin, quelles informations l'agent des douanes devra-t-il s'attendre à avoir maintenant sur la documentation qui accompagne la cargaison de maïs? Voilà donc l'ensemble des questions qui se posent devant l'agent des douanes de Hongrie. Alors, si on regarde la première question, qui l'agent des douanes doit-il contacter pour chercher des éclaircissements sur les exigences d'importation d'OVM de la Hongrie? Tout d'abord, si on revient au protocole de Cartagena, et notamment son article 19, cet article demande à ce que chaque partie désigne également une ou plusieurs autorités nationales compétentes, ANC, chargées de s'acquitter des fonctions administratives qu'appelle le protocole.
Donc, la Hongrie devrait avoir une autorité nationale compétente qui doit répondre des fonctions administratives qu'appelle le protocole. Ensuite, le protocole demande à ce que chaque partie communique au secrétariat les noms et adresses de l'autorité ou des autorités nationales compétentes, ce qui est tout à fait normal. Vous avez une autorité nationale compétente, il faut bien qu'il y ait un nom et une adresse à contacter. Enfin, toujours selon le protocole et son article 19, le secrétariat, une fois qu'il a reçu ces indications de la part des parties, va mettre cette information à la disposition de tous les parties par le biais du centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques. Donc, normalement, si l'agent de douane doit chercher des éclaircissements sur les exigences d'importation d'OVM de la Hongrie, il pourrait se rendre sur le centre d'échange et il va trouver les adresses et les noms des personnes à contacter. Voyons cela en pratique. Allons vers le centre d'échange. Voilà donc le centre d'échange, la page d'accueil, donc bch.cbd.inc. Je suis sur le portail central du centre d'échange et je vais cliquer sur Trouver l'information. Et dans Trouver l'information, je vais chercher les correspondants nationaux. Je clique sur Correspondants nationaux. Alors, je vois ici que je peux trouver les correspondants nationaux du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, petit 1. Petit 2, les correspondants nationaux pour le centre d'échange. Petit 3, les correspondants nationaux pour les mesures d'urgence. 4, les autorités nationales compétentes. Et enfin 5, les sites web. Donc je suis bien là où je dois être. Je vais chercher donc les autorités nationales compétentes de la Hongrie. Alors je vais sélectionner un pays. Ici c'est la Hongrie. Donc je vais chercher Hongrie. Voilà la Hongrie. Je vais chercher le type donc de correspondant national. Je vais chercher les autorités nationales compétentes. Alors comme c'est un OVM qui est destiné donc à l'utilisation pour l'alimentation, je vais chercher des OVM destinés à être utilisés directement pour l'alimentation animale. Je peux trouver aussi pour l'alimentation humaine, ou je peux aussi chercher toutes les autorités nationales compétentes et voir laquelle pourrait me renseigner. Donc, je vais cliquer sur toutes les autorités nationales compétentes de la Hongrie et je vais cliquer sur le bouton Rechercher. Une fois que j'ai choisi les critères de ma sélection ou de ma recherche, je vais cliquer sur Rechercher. Attention, il ne faut pas cliquer sur Afficher tous les enregistrements. Ce n'est pas mon objectif. Je vais uniquement afficher les critères que j'ai dans ma recherche. Donc, je clique sur Rechercher. Alors, j'obtiens dans les résultats de ma recherche 2 dossiers, 2 enregistrements. J'ai donc pour la Hongrie, alors la première colonne indique ici le numéro du dossier qui se trouve dans le centre d'échange. La deuxième colonne vous donne une description de ce dossier. Donc ici, comme j'ai demandé l'autorité nationale compétente et la Hongrie, donc j'ai ici Hongrie, autorité nationale compétente. Et enfin, la troisième colonne me donne la désignation de cette autorité nationale compétente. Alors ici, c'est en anglais. Alors la Hongrie donc, ne parle pas français. Elle a écrit cela en anglais. Donc vous avez ici le ministère de l'Environnement et de l'Eau et le département pour l'Union européenne et les relations internationales. Bon, probablement, ce n'est pas cela qui
va intéresser le douanier. Deuxième autorité nationale compétente de la Hongrie, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, département des recherches naturelles. Donc probablement, cette autorité nationale compétente pourrait répondre aux questions de monsieur l'agent de douane. Je vais cliquer ici. Alors vous avez ici donc le dossier autorité nationale compétente de Hongrie avec les différentes indications relatives à ce dossier. Numéro d'identification, le statut, il est publié, date de création, date de la dernière mise à jour, les renseignements généraux, etc. Vous avez même un site web, donc pour ce site donc hongrois du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Vous avez ici donc les coordonnées des personnes à contacter. Donc l'agent des douanes va probablement téléphoner à ce monsieur, Lajos Kossuth, donc il va lui téléphoner ou il va peut-être lui écrire un email pour avoir un renseignement concernant les OVM. Vous avez donc ici une description des fonctions de cette autorité nationale compétente. Elle est chargée des types d'OVM animaux, bactéries ou plantes. Vous avez des coordonnées supplémentaires, un expert en OVM dans le département des recherches naturelles. Donc, vous pouvez aussi contacter cet expert. Alors, tout à l'heure, j'ai donné un nom. En fait, ce n'est pas le nom d'un monsieur ici, c'est l'adresse. Donc, en hongrois. Donc, on revoit ici la même adresse. Donc, le monsieur est plutôt, c'est Xabane Vertes. Donc, voilà. Donc, voici pour notre agent de douane. Il va pouvoir donc s'adresser à cette personne-là pour avoir des éclaircissements sur les exigences d'importation d'OVM en Hongrie. Donc, la réponse, l'agent des douanes doit contacter l'autorité nationale compétente de Hongrie. Il peut trouver les coordonnées donc de cette autorité nationale compétente sur le centre d'échange. Voilà donc ce que peut rendre comme service le centre d'échange pour l'agent des douanes. Voyons maintenant, donc on a vu la démonstration sur la page web du centre d'échange. Voyons maintenant la deuxième question. Est-ce que cette cargaison relève des dispositions du protocole de Cartagena? Alors si bien sûr il n'y a pas d'OVM dans cette cargaison, le protocole n'est pas concerné. Donc, il ne sera concerné que lorsque l'expédition contient des OVM et surtout si la Hongrie n'a pas approuvé ces OVM. Donc, il va falloir chercher est-ce qu'il y a des OVM et est-ce que ces OVM sont approuvés par la Hongrie. Donc, nous avons ici deux questions en une, en fait. Alors, l'agent des douanes peut trouver sur le centre d'échange si l'Argentine et le Brésil cultivent du maïs transgénique. Donc ça, il va voir si dans la cargaison, il y a des OVM. Il va voir si l'Argentine et le Brésil cultivent du maïs transgénique. S'ils cultivent du maïs transgénique, il est fort probable que dans la cargaison, il y ait du maïs transgénique provenant de ces pays-là. Il va falloir qu'il vérifie si l'information d'identification requise, selon le protocole, a été fournie dans la documentation qui accompagne cette cargaison. Donc ça, c'est aussi le travail du douanier. Maintenant, en tenant compte de la législation nationale hongroise dans ce cas, il va falloir peut-être prendre un échantillon de la cargaison et l'envoyer à un laboratoire pour la détection et l'identification des OVM, afin de vérifier est-ce que la documentation est bien conforme à ce qui existe dans la cargaison. Enfin, la cargaison pourrait faire l'objet donc des dispositions du protocole si les OVM n'ont pas été approuvés pour l'importation en Hongrie. Les agents des douanes doivent vérifier ce point-là. Voilà donc beaucoup de questions auxquelles l'agent de douane doit répondre.
Alors, toujours dans cette question numéro 2, le protocole a pris des dispositions afin que l'information puisse être disponible sur le centre d'échange. Alors, dans l'article 18 du protocole, il est demandé aux parties qui prennent une décision définitive concernant l'utilisation sur le territoire national, y compris la mise sur le marché d'un OVM qui peut faire l'objet d'un mouvement transfrontière, doit, dans les 15 jours qui suivent, en informer les autres parties par l'intermédiaire du centre d'échange. Donc, si le Brésil a mis en circulation un maïs transgénique dans son territoire national, il doit informer les autres parties dans les 15 jours qui suivent. Alors le Brésil, il est parti au protocole. L'Argentine ne l'est pas. En fait, le protocole encourage même les non-parties à soumettre les informations sur le VCH. Et on verra que l'Argentine, elle aussi, soumet les informations au même titre que les parties au protocole, bien qu'elle ne soit pas partie elle-même au protocole. Ensuite, toujours dans l'article 18, paragraphe 4, toute partie peut prendre, dans le cadre de sa réglementation nationale, une décision concernant l'importation d'un OVM, donc destiné à l'alimentation humaine, animale ou la transformation, donc c'est ça AHAT, sous réserve que cette décision soit conforme à l'objectif du présent protocole. Donc, cela veut dire que dans le cadre de sa réglementation nationale, la Hongrie, par exemple, pourrait prendre des décisions concernant l'importation des OVM. Et ça, l'agent des douanes devrait vérifier si la Hongrie n'a pas pris de telles décisions dans sa réglementation nationale concernant l'importation des OVM AHT. Alors, voyons et essayons de répondre à cette question numéro 2. Rappelez-vous, on a plusieurs éléments à chercher. Et donc, l'agent de douane va chercher si l'Argentine et le Brésil cultivent du maïs. Il va vérifier si l'information d'identification requise a été fournie dans la documentation qui accompagne donc cette cargaison. Il va voir est-ce qu'il peut trouver des laboratoires de détection d'identification d'OVM pour envoyer ces échantillons. Et enfin, il va voir si la Hongrie a ou non approuvé ces OVM. Alors, on va se rendre sur le centre d'échange et voir si le centre d'échange pourrait nous donner des informations à ce sujet. Alors, je reviens à ma page d'accueil du centre d'échange. Je vais dans la rubrique « Trouver l'information » ou bien je fais dérouler le menu de cette rubrique et je vais dans la partie « Décision du pays et d'autres communications ». Nous avons dit si un pays a pris une décision concernant la mise sur le commerce d'un OVM, je devrais la trouver dans cette rubrique. Alors, je vais chercher, est-ce que le Brésil et l'Argentine cultivent ou non des OVM maïs? Donc, je vais ici chercher dans la partie sélectionner un pays. Alors, le centre d'échange m'offre ici la possibilité de sélectionner plusieurs pays à la fois. Donc, si vous cliquez ici, vous sélectionnez un seul pays à la fois. Mais si vous cliquez sur cette flèche verte dirigée vers le bas, vous aurez la possibilité de sélectionner plusieurs pays. Donc, si vous faites passer donc, le curseur sur cette flèche, vous verrez que ça va vous permettre plusieurs sélections. Donc, je clique dessus pour avoir plusieurs sélections. Vous voyez que la flèche devient maintenant rouge et dirigée vers le haut.
Alors, quels sont les pays que je vais sélectionner? On a dit que c'est l'Argentine d'abord. Alors, je vais voir Argentine. Argentine. Ça, c'est l'Argentine. Alors, pour sélectionner un deuxième critère dans cette rubrique, je dois maintenir la touche contrôle appuyée. Donc, je dois appuyer sur la touche contrôle de mon clavier pour sélectionner plusieurs valeurs. Donc, je me déplace dans cette fenêtre et je vais voir le Brésil. Et une fois que j'atteins le Brésil, j'appuie sur la touche contrôle et j'appuie sur Brésil. Donc maintenant, vous voyez qu'il est en surbrillance, maintenant bleu. Il en est de même pour l'Argentine. Donc j'ai sélectionné Argentine et Brésil. Maintenant, je vais chercher type de décision ou déclaration. Je vais chercher donc les décisions relatives à la mise sur le marché. Donc décision des OVM destinés directement pour l'alimentation humaine, animale ou pour la transformation. Article 11. Je clique dessus. Voici donc les critères de ma recherche. Je continue. Je dois trouver donc l'organisme vivant modifié. Je vais filtrer par nom commun. Hein, si vous ne connaissez pas son nom scientifique. Donc j'ouvre ici un autre champ où je vais sélectionner donc maïs dans cette rubrique. Alors je vais sélectionner maïs. Voilà donc les critères de ma recherche. Je cherche en Argentine ou au Brésil. Les décisions concernant les OVM destinées à être utilisées directement pour l'alimentation humaine ou animale ou pour la transformation. Et je cherche les OVM maïs. Je clique sur rechercher. Et j'obtiens 19 dossiers, 19 enregistrements relatifs aux décisions des deux pays. Alors, comme tout à l'heure, donc la première colonne vous donne un numéro de dossier, la deuxième vous donne une description de cette décision, et dans ce cas-là, vous avez ici l'Argentine, et vous avez ici approbation d'importation ou d'utilisation de l'OVM sans condition. Vous avez dans la troisième colonne le nom de l'OVM. Alors, on verra que ici il s'agit de l'identifiant unique de l'OVM. Alors, l'identifiant unique, rapidement, donc c'est l'identifiant approuvé par tous les parties au protocole et qui consiste donc en 3 parties. La première partie, c'est celle qui indique le nom du demandeur ou du fabricant d'OVM. La deuxième partie, c'est le code donné par ce fabricant ou demandeur. Et enfin, vous avez le dernier élément de ce code, c'est un chiffre de vérification. Donc, voici l'identifiant unique de cet OVM, et partout, pareil, vous avez les identifiants uniques des OVM. Enfin, dans la dernière colonne, vous avez les différents usages de ces OVM. Alors, vous avez ici 8 icônes, chacun correspondant à l'utilisation prévue pour cet OVM. Alors, vous avez en début, c'est l'introduction intentionnelle dans l'environnement. Le deuxième, c'est l'utilisation directe comme alimentation humaine. Le troisième, utilisation directe comme alimentation animale. Le quatrième, c'est l'utilisation dans la transformation. Cinquième, c'est l'utilisation au milieu confiné, par exemple pour la recherche. Le sixième, c'est l'utilisation comme produit pharmaceutique. Le septième, c'est pour transit. Et le huitième, c'est autre usage. Alors, lorsque ces icônes sont gris ou éteints, on va dire, cela veut dire qu'il n'y a pas encore de décision prise à ce sujet. Si par contre, vous avez des icônes activées, comme ici, avec des couleurs, ça veut dire que les décisions concernent ces utilisations. Et dans ce cas, par exemple, ces utilisations comme alimentation humaine, animale ou transformation. Ici, vous avez une utilisation dans l'environnement humaine, animale ou transformation. Donc, vous avez ici les différentes décisions
qui émanent de l'Argentine et du Brésil concernant l'utilisation des OVM comme aliment humain, animal ou pour la transformation. Donc, vous pouvez imprimer cette liste et garder à côté pour voir est-ce que ces OVM-là sont autorisés en Hongrie. Donc, la deuxième partie de notre recherche va voir est-ce que les OVM qui sont autorisés en Argentine ou au Brésil et qui pourraient figurer dans la cargaison, est-ce que ces OVM sont autorisés aussi en Hongrie? Alors pour cela, il faudrait voir maintenant est-ce que la Hongrie a pris des décisions concernant ces OVM. Alors, je vais ouvrir une deuxième fenêtre et maintenir celle-là. Alors, je vais ouvrir donc une nouvelle fenêtre pour voir les décisions concernant la Hongrie. Donc, cette fenêtre-là, je vais la garder. C'est celle décision de l'Argentine et Brésil. Et je vais prendre maintenant une fenêtre toute seule pour chercher ce que la Hongrie a autorisé comme OVM. Donc, je fais exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, je cherche uniquement la Hongrie. Donc je sélectionne la Hongrie. Je cherche donc utilisation pour alimentation humaine, animale ou transformée. Et je cherche, comme tout à l'heure, je cherche maïs. Donc je vais à maïs. Donc nom commun, donc ici c'est maïs. Voilà. Et je clique sur le bouton rechercher. Je vous rappelle qu'il ne faut pas cliquer sur afficher tous les enregistrements. Ce n'est pas l'objectif de ma recherche. Je voudrais uniquement ces critères-là. Donc j'appuie sur rechercher. Alors pareil, j'obtiens 17 enregistrements trouvés. Alors, vous voyez qu'ici, vous avez en plus de la Hongrie, vous avez l'Union européenne. Pourquoi? Parce que la Hongrie est aussi membre de l'Union européenne. Donc, vous trouverez des dossiers d'autorisation qui, en fait, ont été autorisés au niveau de l'Union européenne ou des pays de l'Union européenne. Donc, vous voyez ici qu'il y a la même chose. Donc, première colonne, c'est l'identifiant du dossier, le numéro du dossier. Deuxième colonne, donc, le pays ou la partie et le type de décision. Et enfin, vous avez la troisième colonne avec les identifiants uniques des OVM qui sont autorisés. Et enfin, la dernière colonne est réservée aux usages pour lesquels ces OVM ont été autorisés. Alors, prenons par exemple le premier, DAS 015071, donc c'est du maïs, approuvé pour l'importation OVM sans condition. Voyons par exemple en Argentine ce qu'il y a. Donc, alors nous avons le même OVM ici. Voyons maintenant un autre OVM, par exemple ACS ZM003-2. Je vais voir si la Hongrie l'a autorisé. ACS. Alors, je m'aperçois. Ah, il est autorisé. Donc, je parcours ces listes-là. Alors, mon 00810-6, je regarde mon 6, 810-6, donc. Alors, le 810-6, il est autorisé aussi. Le suivant, SIN BT011-1, BT011-1, il est approuvé aussi. SIN EV176-9, il n'est pas approuvé. Le SIN EV,
Donc, EV 176.9, il est approuvé en Argentine et selon ma première recherche, il n'est pas approuvé ni dans l'Union européenne ni en Hongrie. Donc. Voilà donc. Nous sommes devant la situation suivante. L'agent de douane a fait une recherche, il a déterminé un certain nombre d'OVM qui sont cultivés soit en Argentine, sont autorisés soit en Argentine, soit au Brésil, pour l'alimentation humaine, animale ou pour la transformation. Il y en a un, peut-être plus, qui n'est pas approuvé en Hongrie. Autrement dit, dans cette cargaison, c'est un mélange de maïs de différentes variétés où il est fort possible qu'il y ait donc des OVM puisque l'Argentine et le Brésil autorisent un certain nombre d'OVM dans leur marché. Donc il y en a un qui n'est pas autorisé en Hongrie. Alors, si on revient à nos questions, on va voir si on a répondu à certaines d'entre elles. Alors, concernant la question numéro 2, l'agent de douane a pu trouver sur le centre d'échange que l'Argentine et le Brésil cultivent du maïs transgénique, puisqu'ils ont approuvé 19 OVM. Pour cette première partie, on a pu répondre. Alors, concernant la dernière partie, il y a des OVM qui ne sont pas approuvés pour l'importation en Hongrie. Donc, l'agent a vérifié cela et il n'a pas un OVM particulier, il y en a peut-être plus, qui n'est pas approuvé en Hongrie. Donc ici, il va devoir normalement arrêter cette importation. Alors il va vérifier aussi si l'information d'identification requise a été fournie dans la documentation qui l'accompagne. Alors on va ouvrir ici une petite parenthèse sur cette identification pour montrer, on y reviendra tout à l'heure pour montrer ce qu'on appelle cette identification. Alors, j'ai ici par exemple un type de document relatif à l'identification des OVM dans les marchandises. C'est un exemple de formulaire qui a été aussi émis lors des discussions entre les parties, notamment à la 3e conférence des parties. Donc, ils ont décidé de donner comme exemple ces formulaires que pourraient utiliser, par exemple, les importateurs, surtout les exportateurs, lorsqu'ils vont envoyer des OVM dans leurs marchandises. Donc, c'est ça ce qu'on appelle la documentation qui accompagne les OVM. Alors, dans cette documentation, bon, ça, ce sont des exemples, bien sûr. Celui-là est un exemple blanc. Vous avez ici le nom de la compagnie ou de l'institution, l'entête de cette compagnie ou institution. Alors, rappelons ici que ces informations-là, ce sont ceux qui ont été demandés par les parties dans l'annexe 2 du protocole. Alors là aussi, on pourrait aller voir l'annexe 2 et voir quelles sont les informations qui sont demandées par l'annexe 2. Donc, je reviens dans ma page d'accueil du centre d'échange. Donc, si vous revenez ici, si j'ouvre une fenêtre pour le protocole, donc vous avez le texte du protocole dans cette page-là. Vous avez alors le texte ici. Cliquez ici, vous avez le texte. Vous allez, bon, il y a 40 articles, mais on va vers l'annexe 2. Alors, l'annexe 2, il vous donne les informations requises
concernant les OVM destinés à une utilisation directe dans l'alimentation humaine ou animale ou à être transformés selon l'article 11 du protocole. Alors, vous voyez les différentes informations requises. Vous avez le nom et coordonnées de la personne demandant une autorisation pour utilisation sur le territoire national, le nom et les coordonnées de l'autorité responsable de la décision, le nom de l'identité de l'OVM, etc., etc. Donc, c'est à ce titre-là que la documentation donc, qui est proposée, disons, par les parties, va porter toutes ces informations dans cette documentation et ce formulaire. Donc, vous avez ici donc, le nom, l'entête de la compagnie exportatrice. Vous avez ici la facture, donc le nom de l'exportateur, importateur. Nous verrons tout à l'heure des exemples. Vous avez ici donc une partie réservée aux OVM, quantité, poids, s'il le faut, et vous avez une partie réservée donc aux précautions à prendre pour la manutention, le stockage, le transport et l'utilisation des OVM. Voilà. Voilà donc un autre exemple ici de ce même formulaire. Donc ici on a mis des informations fictives. Vous avez ici un nom d'OVM, donc vous avez ici un échantillon, c'est un sac qui pèse 50 grammes, donc peut-être quelques semences, et qui sont destinés à une utilisation en milieu confiné, probablement pour la recherche. Il s'agit de papaye et c'est un matériel de recherche. Il contient des graines. Alors, caractère de ces graines résistantes au papaya ring spot virus. Vous avez aussi des informations concernant la manutention. Donc ici, il vous indique que doit être utilisé dans des structures inscrites, ça veut dire des structures bien contrôlées, des laboratoires bien contrôlés, etc. Vous avez donc le même exemple sur une autre utilisation. Alors ici, vous avez donc les différentes informations qui se retrouvent ici. Alors dans ce cas-là, nous avons le nom de la compagnie, etc. Et vous avez les différentes indications donc regardant cet organisme vivant modifié. Vous avez ici 12,4 kg, etc. Donc c'est un autre formulaire qui pourrait être utilisé. Voilà. Alors, où trouver ces formulaires? Alors, je vais revenir à ma page protocole. Alors, ces formulaires, vous pouvez les trouver dans la rubrique manutention, transport et emballage. Vous cliquez ici, vous allez ouvrir donc une fenêtre sur le portail manutention, transport, emballage, identification. Vous avez ici tout ce qui concerne les agents de douane et le contrôle aux frontières. Vous avez ici des forums donc, pour expliquer et discuter sur les envois et cargaisons donc, en rapport avec l'article 18A du protocole. Vous avez ici un guide pour les douanes vertes, pour les accords multilatéraux sur l'environnement. Vous avez même une petite vidéo là-dessus. Et enfin, en bas, vous avez les événements parallèles donc, qui ont eu lieu concernant cette initiative des douanes vertes du secrétariat. Vous avez le portail de collaboration sur la manipulation, le transport et l'emballage. Ça, c'est très important peut-être pour les agents de contrôle aux frontières. Donc, c'est un portail juste pour cet article 18. Vous avez un réseau donc, de laboratoires de détection et d'identification des OVM. Et là, l'agent de douane pourra se rendre à ce réseau pour voir s'il y a en Hongrie des laboratoires pour la détection d'OVM et leur identification. Ceci répond donc à la troisième question de tout à l'heure. Il va trouver aussi des différentes informations concernant des ateliers pour les agents de douane et des forums qu'on l'a indiqué tout à l'heure. Alors, si je reviens à la
rubrique donc manutention de transport, vous allez trouver donc tout à fait en bas les formulaires qui ont été proposés donc concernant la documentation qui accompagne les OVM lors de leur transport d'un pays à un autre. Donc vous avez ici les 6 langues des Nations Unies. Moi j'ai pris un exemple, c'est donc celui-là. J'ai pris celui-là, mais vous avez aussi un autre exemple concernant donc l'utilisation d'introduction intentionnelle dans l'environnement. Voilà donc pour la réponse à cette deuxième question. Vous voyez qu'il y a beaucoup de matière à réfléchir. Donc l'agent de douane, il a trouvé donc il y a du maïs transgénique dans la cargaison Argentine et Brésil. Il va vérifier la documentation, est-ce qu'elle est conforme? Donc est-ce que dans la documentation, ces OVM sont signalés comme le veut le protocole? Enfin, il va pouvoir regarder, suivant la réglementation nationale en Hongrie, s'il peut prendre un échantillon de la cargaison et l'envoyer à un laboratoire pour la détection. Donc, bien entendu, cette cargaison fait l'objet des dispositions du protocole puisqu'il s'agit donc d'OVM. Maintenant, le protocole, normalement, ne s'applique pas pour les OVM qui sont destinés à une alimentation humaine, animale ou à la transformation. Donc, pour cela, il faudrait voir si la Hongrie ne prend pas certaines dispositions particulières concernant ce type d'OVM. Alors, je reviens encore donc à ma page d'accueil du VCH pour voir si je peux trouver des textes réglementaires relatifs à la Hongrie. Donc je reviens donc à la page d'accueil du VCH et je vais chercher maintenant la réglementation au niveau de la Hongrie. Alors bon, je peux trouver l'information au niveau des lois de réglementation, mais vous avez là aussi la possibilité de voir directement le pays et les informations qu'a déposé la Hongrie au niveau du centre d'échange. Donc je change un peu pour vous montrer d'autres utilisations. Alors vous voyez que la Hongrie a publié un certain nombre d'informations sur le centre d'échange. Nous avons vu tout à l'heure l'autorité nationale compétente. Vous pouvez voir le site web, vous pouvez voir le correspondant national, et on va voir la loi aux réglementations, aux directives qui ont été publiées par la Hongrie. Vous voyez aussi que là, vous avez la réglementation aux directives émanant de l'Union européenne. Donc je peux cliquer ici pour chercher la loi ou réglementation aux directives émanant de Hongrie. Alors, j'affiche dans les résultats de ma recherche donc un document. Alors, vous avez ici, donc, comme d'habitude, le tableau traditionnel. Vous avez donc la Hongrie, mouvement transfrontière, importation, exportation, sensibilisation et participation du public, usage en milieu confiné, OVM, etc. Donc, c'est la loi sur les activités de technologie génétique. Alors, on ne va peut-être pas regarder tous ces documents, mais vous pouvez donc y aller directement pour voir ce document. Vous avez une référence ici, vous pouvez trouver donc ce document dans le texte de l'acte au niveau de la Hongrie. Alors, normalement, l'agent de douane va vérifier ici si la Hongrie prend des dispositions particulières concernant les OVM destinés à l'alimentation humaine ou animale ou à la transformation. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, normalement, le protocole de Cartagena ne s'applique pas aux OVM destinés à l'alimentation humaine ou animale ou à la transformation, on va le voir tout à l'heure, mais un pays peut très bien prendre des dispositions plus sévères en demandant à ce qu'il y ait, par exemple, un accord préalable en connaissance de cause pour un OVM particulier. Alors, pour tous les détails sur ces questions du protocole, je vous renvoie au webinaire qui donne justement
une explication sur le protocole et son fonctionnement. Alors, donc, voilà les questions qu'on peut trouver au niveau du texte du protocole. Donc, comme je vous l'ai dit, le protocole, dans son article 11, il demande à ce que toute partie qui prend une décision définitive concernant l'utilisation sur son territoire national, y compris la mise sur le marché d'un OVM qui peut faire l'objet d'un mouvement transfrontière, doit, dans les 15 jours qui suivent, en informer les autres parties par l'intermédiaire du CPRD. Donc, c'est ça ce qu'on trouve maintenant dans le centre d'échange, les décisions, par exemple, qui émanent du Brésil et de l'Argentine. Maintenant, en ce qui concerne la Hongrie, normalement, le protocole ne s'applique pas pour les OVM destinés à l'alimentation humaine, animale ou à la transformation, mais il y a une provision dans l'article 11 et son paragraphe 4 qui dit que toute partie peut prendre, dans le cadre de sa réglementation nationale, une décision concernant l'importation d'un OVM à alimentation humaine, animale ou transformation, sous réserve que cette décision soit conforme à l'objectif du présent protocole. Voilà donc. La Hongrie, bon, on n'a pas vu, on n'a pas nous étaler sur les documents juridiques de la Hongrie, mais normalement, l'agent de douane va vérifier est-ce que la Hongrie demande à ce qu'il y ait, par exemple, des accords préalables pris en connaissance de cause, même pour des OVM qui sont destinés à l'alimentation humaine, animale ou la transformation. Voilà. Alors, question 3, donc, que doit se poser l'agent de douane. Il va chercher quelles informations sur le OVM devraient être disponibles. Donc, on l'a vu tout à l'heure, il doit aller vers l'annexe 2 du protocole pour voir les différentes informations qui sont demandées par le protocole et que normalement, il doit trouver dans la documentation qui accompagne ces OVM. Alors, l'information qu'il y a sur cette documentation, elle répond à l'article 18 du protocole de Cartagena, comme on l'a vu tout à l'heure, et notamment à la décision de la COP-MOP, décision BS 310. Alors, c'est la décision qui a été prise à la 3e réunion des parties pour le protocole, et c'est donc la décision numéro 10, ou le paragraphe numéro 10, relatif à la manutention, identification, emballage des OVM lors de leur transport. Mais vous avez aussi d'autres décisions concernant ce sujet et la documentation, notamment dans les décisions prises lors de la réunion des parties, la 8e et la 9e réunion des parties. Ou plutôt 5e réunion des parties, 8e et 9e paragraphe. Alors, que dit l'article 18 du protocole concernant donc cette manipulation, transport, emballage, identification? Alors, chaque partie devra prendre des mesures pour exiger que la documentation qui accompagne donc les OVM lors de leur transport, alors, qu'ils indiquent clairement qu'ils peuvent contenir des OVM et qu'ils ne sont pas destinés à être introduits intentionnellement dans l'environnement. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, si on revient vers les formulaires que je vous ai montrés tout à l'heure. Ici, la documentation, elle indique l'usage. Donc, ici, par exemple, c'est destiné pour une utilisation en milieu confiné. Donc, l'article 18 indique donc que ces OVM ne sont pas destinés à être introduits intentionnellement dans l'environnement. Pour les OVM destinés à être utilisés en milieu confiné, ils doivent être indiqués clairement qu'il s'agit d'OVM. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le formulaire que je vous ai montré, en spécifiant les différentes règles de sécurité à observer pour la manipulation, l'entreposage, le transport et l'utilisation de ces OVM. Et ils doivent indiquer les coordonnées à contacter pour tout complément d'information.
Même chose pour les OVM destinés à être introduits intentionnellement dans l'environnement de la partie importatrice. Cette documentation doit indiquer clairement qu'il s'agit d'OVM. Donc, nous avons vu à peu près 2 exemples de formulaires qui ont été proposés par les parties. On l'a vu, nous, l'un d'entre eux, concernant les OVM destinés à être utilisés en milieu confiné. C'est ce genre de formulaire qui doit accompagner les OVM lors de leur transport d'un pays exportateur vers un pays importateur. Alors, dans la décision donc BS 3.10, donc troisième réunion des parties, il est demandé aux parties, alors on va voir le texte français de cette décision. Alors pour trouver cette décision, vous pouvez aller vers donc, le protocole. Donc j'ouvre ici une fenêtre pour le protocole. Vous allez vers les décisions, tout à fait en bas, décision des parties au protocole. Et vous pouvez choisir, donc on a dit BS3, donc on va choisir donc alors c'est transport et manutention. La réunion, c'est la 3e. Donc si vous cliquez sur rechercher, vous avez les 3 décisions importantes que je vous ai indiquées tout à l'heure, et notamment la décision BS3.10. Vous pouvez la voir directement. Alors, il faudrait que j'ai le texte français. Alors ici, vous avez le texte anglais, mais vous pouvez accéder au texte français. Alors, je vais revenir en arrière pour vous montrer comment on peut avoir le texte en français. Donc, vous avez ici à droite les différentes langues des Nations Unies. Alors, si vous allez à COP, donc MOP 3, 3e, le texte français manque. Donc, c'est pour cela que nous avons affiché tout à l'heure le texte en anglais. Mais vous pouvez vous obtenir une traduction. Donc, ce qui est dit ici, c'est que le protocole demande aux parties et aux autres gouvernements de prendre les mesures qui garantissent que la documentation qui accompagne les organismes vivants modifiés destinés à être utilisés directement en alimentation humaine, animale ou pour la transformation, pour la production commerciale et autorisée en accord avec la réglementation nationale, d'être en conformité avec les nécessités du pays d'importation. Et indique clairement que dans le cas où l'identité des OVM est connue par des moyens tels que le système de préservation de l'identité, comme par exemple les identifiants uniques, mais les systèmes de préservation d'identité, en fait, ils sont encore plus sévères puisqu'il faut un traçage depuis la culture, la production, le transport et l'envoi, que donc la cargaison contient des organismes vivants modifiés qui sont destinés à une utilisation directe pour l'alimentation humaine, animale ou pour la transformation. Donc c'est ce qui est demandé dans cette décision, c'est que tout doit être indiqué sur la documentation qui accompagne ces OVM lors de leur transport. Et dans le cas où l'identité de l'OVM n'est pas connue par de tels systèmes de préservation d'identité, la cargaison, on doit indiquer qu'elle pourrait contenir un ou plusieurs OVM qui sont destinés à un usage direct pour alimentation humaine, animale ou pour la transformation. Donc voilà ce que demande la décision 3.10. Bien entendu, ces décisions ne donnent qu'un petit aperçu de la complexité de cette question de transport et d'emballage,
vous comprenez bien que les pays doivent vraiment veiller au grain, c'est le cas de le dire, pour qu'il n'y ait pas d'OVM étrangers dans les cargaisons qu'ils importent d'autres pays, surtout ceux qui sont producteurs d'OVM. Alors, nous avons vu différentes ressources qui pourraient être utiles donc, pour les agents de douane. Nous avons vu donc, le portail HTPI donc, relatif à la manipulation, transport, emballage, identification des OVM. Le réseau donc, pour les laboratoires de détection des OVM. Les ateliers que vous pouvez accéder pour la formation ou un complément d'information ou pour envoyer vos agents afin qu'ils eux-mêmes soient des formateurs pour vos autres personnels dans les douanes. Vous avez des forums en ligne pour les standards utilisés pour l'envoi des OVM et vous avez aussi les résultats du forum en ligne concernant les standards pour l'envoi des cargaisons contenant des OVM. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et pour votre patience durant tout ce webinaire. Si vous avez des questions, maintenant, vous pouvez utiliser votre panneau de contrôle pour justement soit lever la main, donc en cliquant sur cette main avec une flèche verte dirigée vers le haut, ou alors pour poser des questions à travers votre case relative aux questions. Ernesto? Yes, hi. I see no questions yet. Remember that you can raise your hands if you want to make a question using the microphone. I see no questions, Mohamed. Alors, si vous n'avez pas de questions, je voudrais vous rappeler l'adresse donc de notre environnement virtuel où vous pouvez devenir donc un utilisateur enregistré. Je vais vous l'afficher tout de suite. Donc, si vous voulez être inscrit dans notre plateforme éducative, vous n'avez qu'à envoyer donc un email à moodle@bch2project.org en précisant votre nom, prénom et pays, et vous pouvez accéder à cet environnement et revoir ce webinaire avec la présentation PowerPoint qui a été présentée aujourd'hui, mais aussi tous les autres webinaires concernant aussi bien le protocole que les différentes utilisations que peut faire l'industrie avec le centre d'échange. Mohamed, there's a question from Mostafa Madbouhi. I put it on the chat so you can read it again. Ok. Alors, une question venant de Monsieur Madbouhi. Do you want me to pose la question open the suivante. microphone? Hein? He has the microphone on now also. Ok, Monsieur Madbouhi, vous pouvez poser votre question. Oui, je vous écoute. Monsieur Madbouhi, Mostafa, vous avez la parole. Vous m'entendez? Bon, de toute façon, j'ai votre question ici dans le chat. Alors, le monsieur Madbouhi pose la question suivante. Dans le cas où le pays ne dispose pas d'un cadre réglementaire, est-ce que l'agent de douane doit faire le contrôle? Alors, la question est pertinente, puisque dans la plupart des pays en développement
et particulièrement en Afrique, beaucoup de pays ne disposent pas encore d'un cadre réglementaire de loi précise et surtout des textes d'application que peut utiliser justement l'agent de douane. Alors, votre question est pertinente. S'il n'y a pas ce type de loi, que fait l'agent de douane? Eh bien, dans ce cas, il ne fait absolument rien puisqu'il ne dispose pas ni de texte qui oblige l'exportateur à signaler qu'il a des OVM dans sa cargaison. Même si le protocole le demande, tant que la loi nationale ne le demande pas, l'exportateur ne va pas être obligé de mettre cette information dans la documentation. Et ça montre l'importance du protocole pour la prévention contre les risques biotechnologiques et notamment l'entrée d'OVM sans autorisation, l'entrée d'OVM incognito. Et donc, beaucoup de pays maintenant sont dans ce cas-là, c'est-à-dire vous avez des denrées qui rentrent dans le pays, mais vous ne pouvez pas savoir s'il y a ou non des OVM, sauf quelques pays qui effectuent ce contrôle, mais sans toutefois disposer de lois claires concernant, par exemple, des punitions, allons dire, qui devraient encourir des fraudeurs, par exemple. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mostafa Madouahi, est-ce que j'ai répondu à votre question? Ah, he says yes. Ah, d'accord, merci. Désolé, je n'ai pas de moyen de vérifier, de vous entendre. So no more questions. I see no more questions, Mohamed. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez vous adresser, vous inscrire donc à notre espace Moodle. Et on vous donne rendez-vous au prochain webinaire. Merci encore pour votre patience et au revoir à la prochaine session de webinaire.